Enfin, Manou, on ne lui refuse quasiment rien. C'est cette Manou-là qui devient cette femme forte. Et comment on arrive à vivre en tant que mère, en tant que femme adulte, avec tout ça? J'ai appris en fait à chaque fois à vivre avec ce que j'ai et puis à me dire qu'on me ramènera toujours quelque chose pour compenser. Et comment je vis? Je vis comme ça aujourd'hui. Quelles ont été les leçons que tu as apprises dans le mariage et après le mariage? Déjà que l'argent qui est à ton mari, c'est pas ton argent. Mon réveil est là pour 3 heures, je prie jusqu'à 5 heures. Après, je commence ma journée. Même si j'ai rien à faire, il faut que je sois éveillée, même pour écrire un projet. Et que je me cherche en continu. Et quand tu achètes ta première maison, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? J'ai que dalle. Ok. J'ai que dalle parce que malheureusement, en Côte d'Ivoire, les banques ne passent pas aux pauvres. Bienvenue dans Arabica, cette conversation autour d'un café. Et dans Arabica, on ne partage pas qu'un café. Dans Arabica, on partage des tranches de vie, on partage des rires, on partage des cicatrices, mais on partage surtout des confidences. Et aujourd'hui, j'ai le privilège, et je pèse bien mes mots quand je dis privilège, de recevoir une femme qui ne laisse personne indifférent. Emmanuelle Keita, c'est cette femme qui incarne la beauté dans toute son intensité. Elle incarne également la force, elle incarne l'audace. Et pour moi, c'est une diva. C'est une beauté rare, c'est une beauté et une aura rare. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de la recevoir pour ce café. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Abia, comment tu vas? Ça va et toi? Comment tu vas toi? Ça va. Je suis bien accueillie avec un café. Mais oui, tu vois. C'est quoi, c'est vraiment un café Arabica ou c'est un Oui. café? Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'aujourd'hui, je vous promets que ce podcast sera aussi corsé que la personnalité de mon invité. Je vais avoir su le café corsé déjà. Ouais. On le goûte? Vas-y, dis-moi si tu aimes. Ça va, il est pas mal. Il te ressemble? Il est pas mal. Ok. Alors, Emmanuelle, comme j'ai dit ici, on partage des tranches de vie, on partage des expériences, mais on partage surtout beaucoup de vérité, beaucoup d'humanité et beaucoup d'authenticité. Alors, Emmanuelle, j'ai parlé de toi comme d'une diva parce que c'est ce que tu m'as inspiré quand je t'ai vue la première fois. D'accord. Tu m'as inspiré la beauté d'une reine, tu vois, la présence d'une reine. J'ai envie aujourd'hui qu'à travers cette conversation, on puisse voyager un peu dans ton histoire, qu'on puisse te découvrir, qu'on puisse te connaître. Parce que ce que je sais de mon expérience personnelle, c'est que à l'intérieur de chaque femme forte, avec une grande destinée surtout, dort une petite fille qui a gardé son âme d'enfant. Et moi, j'aimerais qu'on la rencontre aujourd'hui. Tu vas penser que je vais te psychanalyser. C'est pas l'objectif, mais l'idée, c'est de pouvoir voyager un peu dans le temps, je dirais ça comme ça. Et j'aimerais que tu puisses visualiser cette petite fille chez elle, dans sa chambre, silencieuse. Qu'est-ce qu'elle fait et à quoi elle pense? Alors, cette petite fille, déjà, elle s'appelle Manou. J'allais te demander. C'est comme ça que toute la maisonnée m'appelle Manou. Cette petite fille, elle naît dans un beau cocon quand même, parce qu'elle est entourée déjà de son grand frère, qui est l'aîné, de sa sœur qui est déjà là, et elle vient en 3e. Donc, je vois en face de moi une maman très forte, qui voyage beaucoup, qui voyage énormément. Énormément. Mais j'ai comme l'impression qu'elle ne voyage jamais. J'ai comme l'impression qu'elle est toujours là, parce qu'elle a une présence qui est très forte, même quand elle n'était pas là. Tu me diras... Tu parles que de ta maman. Mais oui, en fait, dans cette maison, justement, il n'y a pas de figure paternelle. Il n'y a qu'une seule figure, en fait, maternelle. Mais c'est dingue, en fait, je ne sens pas d'absence paternelle. Je pense que ma mère, en fait, arrive à avoir ces deux choses en elle, maman et papa. Mais ce qui est dingue, en fait, c'est que je parle de ma mère, mais elle n'était pas très présente. Elle était beaucoup en voyage, comme je le suis aujourd'hui, d'ailleurs, pour mes enfants. J'ai l'impression de répéter la même vie. Elle voyageait beaucoup. Il fallait qu'elle travaille. Je me rappelle que ma mère faisait des commerces de soie. Elle partait prendre de la soie. Elle était partout au four et au moulin. Et je remercie Dieu parce que la Manou avait cette compréhension, en fait. J'en voulais jamais à ma mère de partir, de revenir. Parce que j'étais dans un beau cadre. J'avais tout ce que je voulais, en fait. Et je savais que le sacrifice qu'elle faisait de s'en aller très souvent pour aller travailler,
C'était pour qu'on soit dans ce cadre, dans ce cocon-là. Donc, la Manou, c'était ça. Après, Manou est grandie. Elle est un peu, on va dire, préadolescente. Elle est un peu rebelle. Bonne élève, mais rebelle. Parce qu'avant elle, en fait, ceux qui sont là ont un nom de famille. Et ce nom de famille, en fait, est le nom de leur papa. Sauf que la Manou, elle porte un nom qui est le nom de sa mère. Et donc, à un moment, cette Manou-là se pose des questions, elle demande, elle veut savoir pourquoi. Et j'ai pas forcément des réponses. Mais encore ça, je me fâche pas avec ma maman parce que ma maman est quelqu'un qui... C'est en même temps te couvrir d'amour, en même temps de te protéger et puis en même temps être ferme. Donc, j'arrive à accepter ce mutisme dans lequel elle se lance. Et puis, cette Manou, après, voir quelqu'un venir souvent la voir avec un protocole, avec des gardes, avec des personnes. On explique à cette Manou-là, en fait, que c'est peut-être ton papa qui a l'air d'être un personnage assez important ici, ou pas. Mais bon, moi, la seule importance qu'un papa puisse avoir, c'est une présence. Protocole ou pas, en fait, en réalité, je n'en ai rien à foutre. Et c'est cette Manou-là qui devient cette femme forte, à accepter qu'elle devra compter, en fait, que sur une maman, bien qu'elle essaie d'apercevoir de temps en temps une voiture noire qui arrive avec des petits gardes, en fait, et c'est censé être un papa. Et cette Manou-là devient la femme que tu vois, qui arrive, en fait, à vivre avec ce qu'elle a, avec ce qu'on lui propose, et à s'en foutre des superflus. Et comment on arrive à vivre en tant que mère, en tant que femme adulte, en tant que femme accomplie avec tout ça? Bah justement, moi, je le vis plutôt bien parce que cette Manu, par la suite, en fait, elle rencontre un homme qui est le mari de sa mère. Et cet homme-là, lui, n'a pas d'enfant. Peut-être qu'on lui dit qu'il ne peut pas faire d'enfant, il n'a pas d'enfant, que sais-je. Et donc, du coup, cet homme-là, lui, n'a pas d'enfant du tout, alors que c'est un monsieur qui est très beau, très charismatique, qui a une belle vie, qui a travaillé dur et qui a des choses qu'il a envie de pouvoir léguer, en fait, à une enfant. Et la Manou en question, elle, il lui manque aussi quelque chose. Elle n'a pas de papa. Donc, ce monsieur qui rentre dans la vie, en fait, de sa maman, qui n'a pas d'enfant, et moi qui n'ai pas de papa, s'appelle Kouadio Jacob. C'est comme ça que la Manou, quelques années plus tard, devient Kouadio Emmanuel, qui est le nom de mon beau-père qui est décédé. Et à son âme. Donc, j'ai appris, en fait, à chaque fois à vivre avec ce que j'ai, et puis à me dire qu'on me ramènera toujours quelque chose pour compenser. Et comment je vis? Je vis comme ça aujourd'hui. Je vis en fait en me disant que je dois accepter la vie que j'ai et me dire qu'il y a toujours quelque chose qui viendra m'apaiser d'une manière ou d'une autre. Comme mon beau-père a su m'apaiser de ce manque que j'avais de ne pas avoir de papa. Ok. Et tu m'as également parlé de la malformation que tu avais eue quand tu étais petite. Et aujourd'hui, quand tu te projettes, ou rétrospectivement plutôt, quand tu te dis « ma vie aurait pu être totalement différente ». J'aurais pu ne jamais pouvoir avoir la chance de voir et de vivre tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Qu'est-ce que tu ressens? Je me sens chanceuse. Tu sais, Rabia, pendant longtemps, les gens ont beaucoup parlé de mes cernes. D'ailleurs, quand on commençait à disparaître, je ne sais pas par quel grand miracle, ça fait quand même 1 mois, 2 mois que j'ai quasiment presque plus de cernes. Presque plus. J'ai eu toute ma vie des cernes. Souvent, je voyais des commentaires à mon sujet. Elle est tout le temps cernée. Elle ne dort pas. Elle dort pas, elle se drogue. Non, en fait, c'est une dame, en fait, depuis sa naissance, qui a dû lutter, en fait, avec des lunettes et avec des yeux qui lui ont creusé tout le bas des yeux, en fait. Et donc, à côté de cela, ça me fait sourire. Donc, quand je regarde la chance que j'ai eue, en fait, d'avoir que des cernes, d'avoir le creux des yeux hyper noirs, et quand je vois d'autres personnes qui ne voient pas, croyez-moi que je me sens très chanceuse, en fait. Donc, ouais, je me sens chanceuse. Et à l'école, est-ce que dans ton enfance, c'est quelque chose dont tu as souffert? Est-ce que... de mémoire, non. Pas de moquerie? Non, j'avais de très belles paires de lunettes. Ouh là là, ma mère... Ah oui, pour plus sérieusement, j'avais de belles paires de lunettes. Je crois que j'ai quelques photos. Il faut que je te ramène. Peut-être que tu vas la prendre pour l'illustrer. J'ai une photo de moi toute petite avec de belles paires de lunettes. Et ma mère me mettait des trucs comme ça. Je ne sais pas si c'est des élastiques ou quoi. Mais j'ai ça sur ma page Facebook, d'ailleurs. J'étais assise comme ça avec mes jouets. J'avais de belles paires de lunettes. Non, je trouvais ça très stylé. Je trouvais ça très stylé d'avoir des belles paires de lunettes, arriver à l'école et j'avais des couettes comme ça. Non, je me trouvais très stylé. Qui pourrait se moquer de moi? Je sais que de toute façon, je suis un policier. T'es un poli comme ça. Tu étais bagarreuse quand tu étais pas du tout bagarreuse. J'étais surtout très stoïque, mais j'avais un regard qui faisait peur. Effectivement. C'est-à-dire que j'avais un regard qui faisait peur. J'étais très... Pour ceux qui ont fait l'école avec moi, je suis connue comme quelqu'un qui était très silencieuse. Et mystérieuse. Et très mystérieuse. Très, très, très mystérieuse. Donc, pour se moquer de moi, il fallait se réveiller quand même très tôt. Ça fait partie de ta nature ou c'est quelque chose que tu as développé avec le temps? En fait, j'ai toujours été comme ça. Ce que j'ai développé plutôt avec le temps, il y a quelques années, c'est le fait d'être moins mystérieuse et d'être plus sociable. D'accord. Ça, je l'ai développé il y a peut-être 2 ans, 3 ans en arrière où j'ai été plus sociable. C'était après mon divorce, où je me suis retrouvée à être très sociable, à prendre tout le monde dans mes bras, à les cirer, à vouloir être proche de tout le monde. J'en faisais tout et n'importe qui, en fait, des amis, des amants et tout ça. Et
Et c'était plutôt ça que j'ai essayé d'être, en fait, d'être plus sociable, d'être plus avenante, de mettre tout le monde auprès de moi. Et puis, la vie m'a montré qu'il fallait que je garde ma nature. Et pourquoi tu as voulu changer, du coup? Parce que quand j'ai eu mon divorce, en fait, j'ai eu des moments très difficiles. C'est-à-dire que quand je viens m'installer en France, en fait, je viens m'installer en France avec quelqu'un qui est footballeur professionnel. Donc, je dis ça, je dis rien. Donc, il y a tout qui va avec. Et puis, d'un coup, je divorce. Donc, je me retrouve clairement, en fait, sans rien. D'accord. Et les gens qui prennent soin de moi sont des personnes que je n'aurais pas parlé qui auraient pu prendre soin de moi. Et donc, ça me crée une certaine forme, en fait, d'humilité. Il y a une vraie introspection. Je me dis, hey, girl, la vie, c'est de là à là, quoi. Et ça m'emmène à une humilité, en fait, même qui... Limite, je comprends pas. C'est-à-dire, j'ai envie de prendre tout le monde dans mes bras. J'ai envie de prendre même quelqu'un qui est le gardien, d'en faire un ami. En fait, je dis, mais c'est bien, hein, c'est même très bien. Mais je trouve juste peut-être que, comme c'est pas ma nature, j'en ai fait trop. Et ça m'a pas beaucoup servi. Mais moi, je pense que ça peut être aussi une réaction humaine après. Parce que quoi qu'on puisse dire, le divorce, ça reste un deuil, ça reste un choc, ça reste quelque chose qui laisse toujours une empreinte, en fait. Bien sûr, c'est pas bien de divorcer. Est-ce que tu as eu l'impression de t'être perdu quelque part et d'avoir cherché à te retrouver d'une certaine manière? Alors, moi, je ne peux pas dire que je me suis sentie perdue. Ce que je sentais surtout qui était perdu, c'était mes cartes bancaires. Ouais. Comment ça, tes cartes bancaires? Mon vrai problème était à ce niveau-là, en fait. C'est que c'est moi qui ai demandé le divorce. Donc, c'est moi qui voulais divorcer. Pas parce que j'avais un mari méchant. Mon mari était très gentil. Très musulman, très respectueux. Mais justement, très musulman. Donc, côté religion et famille, c'était un peu compliqué. Mais une très belle personne. Je vois déjà derrière votre caméra en train de dire, mais s'il était si bon, pourquoi tu l'as quitté? Oh, il était trop bon, donc je l'ai quitté. Mais plus sérieusement, en fait, c'était des questions de religion, de trucs et tout ça. D'accord. Et c'était un peu compliqué. À la longue, ça commençait à me saouler. Mais sinon, j'avais un bon mari. Donc, j'avais pas besoin de me chercher en tant que tel parce que j'avais pas été traumatisée dans ce mariage. Ah non. J'ai eu un bon mari qui est un bon père de famille. Donc, je ne sors pas de ce mariage brisé. Sauf que quand je sors du mariage, le mari dit, tu as sorti, mais tu n'as pas sorti là. Il dit, Donc, c'est les cartes bancaires là qui étaient perdues. C'est la partie là, je ne me retrouvais pas. Donc, en fait, c'était des cartes bancaires qu'on t'avait données et qu'on a reprises. Un peu non, quelque chose comme ça. Les cartes bancaires, c'est une figure de style. C'est pour dire qu'il n'y avait plus là. C'est pas que... Sinon, les cartes bancaires étaient dans ma main toujours, mais il n'y avait plus rien dessus. Donc, c'était compliqué. Mais plus sérieusement, en fait, c'est... Ouais, quand tu es mis en fait à un certain niveau, femme de footballeur, avec tout l'argent qui va avec, et puis d'un coup, bioum, tu le sens quand même un peu fort. Tu le sens? Ouais. Et donc... du coup, quelles ont été les leçons que tu as apprises dans le mariage et après le mariage, cette expérience? Déjà que l'argent qui est à ton mari, c'est pas ton argent. Donc, quand tu es dans le mariage, que ton mari te gâte beaucoup, il faut apprendre à épargner, il faut investir, il faut te créer toi-même tes propres finances. Il faut te créer tes propres finances, il faut être indépendante financièrement. Ton mari a beau t'aimer, quand c'est gâté, c'est gâté. Hein. C'est pas comment ils vont réagir. Hein. Souvent, les papas, ils sont bien quand tu as eux, une fois que tu les laisses, là, c'est un autre cas de figure. Donc, ça m'a appris en tout cas à me battre. Donc, quand je sors de mon divorce, aujourd'hui, je fais tout. Aujourd'hui, je vends des essuie-tout. Je suis dans le BTP. Je suis personnalité influente. Je suis écrivain. Et mes chefs jusqu'à dire, hey, il faut plus, parce que ça a été un traumatisme. Donc, je me dis, allez, il faut plus que je revive ça, en fait. Donc, j'ai l'air d'être une assoiffée de travail, en fait. J'ai pas besoin de le laisser voir, en fait, c'est mon quotidien. Moi, je me réveille à 5 h du matin, ou du moins, mon réveil est là pour 3 h. Je prie jusqu'à 5 h. Après, je commence ma journée. Même si j'ai rien à faire, il faut que je sois éveillée, même pour écrire un projet. Et que je me cherche en continu. Donc, quand je ressors de ce mariage, je me rappelle que je ne dois plus jamais ne pas avoir un sou, en fait. Et que je dois me construire financièrement, vaille, coûte que coûte. Et aujourd'hui, tu y arrives bien? Ouais, j'ai une vie pas mal, ouais. Alhamdoulilah. Pas mal, ouais. Et comment tu t'en sors après? Je veux dire, tu parles de l'étape où, oui, l'argent des comptes bancaires a disparu. Ça n'a pas disparu, on a enlevé. On a un bon... Il a pris son argent, qui est sûr, c'est parti. Celui qui courait sur le terrain, je ne courais pas, lui. Et du coup, oui, on connaît justement cette vie de faste et de paillettes. Non, mais attends, je rajoute autre chose encore. Il faut que je parle de ma mère. Oui. Parce que quand je décide de divorcer, ma mère me dit, tu ne divorces pas. Tu n'as pas divorcé. Ma mère, elle adorait mon mari. D'accord. Je ne divorce pas et tout ça. Donc, quand je divorce, c'est que je suis dans la dèche. Ma mère, elle s'en sort bien. Elle peut me dépanner, tu parles. Elle me dit, tu vas crever, girl. J'emmènerai que mes petits-fils. Donc, du coup, en fait, c'était deux acharnements contre moi. Ouais. Mon mari contre ma mère. Mais ma mère, par contre, je la remercie parce que c'est
c'est très strict. Oui. Avec elle, on rigole pas. Donc, ouais, c'est bien. Mais je veux dire, on apprend. Oui. On apprend. Et du coup, tu t'en es sorti comment? Parce qu'on a parlé de la partie où, oui, c'était compliqué. Ensuite, là, tu me parles de tout ce que tu as pu réussir à mettre en place et à entreprendre. C'est que maintenant. Hein. Et entre-temps, il fallait survivre. Comment tu as fait? En même temps, il fallait travailler. On est en France, il y a du boulot. Oui. On a 2 mains, on a 2 pieds, on travaille. Et comment tu es arrivé à, par exemple, te lancer dans le BTP? Tu peux me raconter un peu? Non, le BTP, c'est là, il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Je me lance dedans, en fait, après avoir acheté ma première maison en Côte d'Ivoire. D'accord. Clairement. Alors, il y a une société qui est ouverte depuis 2021, qui a été ouverte par ma sœur, qui est elle aussi dans le BTP, qui a laissé un peu tomber cette société parce que elle s'est mise dans autre chose avec son mari. Il y a également aussi une société de BTP. Donc, moi, je reprends la société de ma petite sœur et je continue à travailler. Donc, c'est un truc qui est là depuis 2021. Mais à la base, en fait, c'est ma petite sœur Stéphanie que j'embrasse. Elle me suit juste après. Je me lance dans le BTP, en fait, après l'achat de ma première maison. En fait, quand j'achète ma maison, ce qu'il faut savoir, c'est que je la rénove. Et quand je la rénove, en fait, je me retrouve à être toute seule à la rénover. Donc, c'est moi qui... Bon, allez, je vais faire un peu de remerciement à ma mère qui me ramène. C'est ma mère qui me ramène tout. OK. Tous les employés, c'est ma mère qui me ramène tout parce que ma mère, elle est à fond, elle est dans le BTP aussi également. Okay. On sait qu'il me ramène tout le monde, car elle a, si tout ce que je demande, je veux pas, mais je elle me ramène tout. Et du coup, ça me fait mon équipe. Et toutes ces personnes qui sont là, la plupart m'ont vu quand même assez jeune, en fait. Donc, du coup, je me forme une équipe qui est là. Je me dis, tiens, et je prends un plaisir, en fait, à être là, à suivre mon chantier du matin jusqu'au soir. Et quand je rentre me coucher, je n'ai qu'une seule hâte, en fait, c'est retourner le lendemain au chantier. Okay. Donc, je commence à prendre un plaisir, je commence à avoir certaines notions, en fait, du BTP. Je commence à comprendre les choses, à connaître des choses. Et je me dis, mais vas-y, girl, fais ça pour des gens. Suis des chantiers, bâtis pour eux, fais-toi des sous. Et c'est comme ça que je me lance là-dedans. Et tu m'as parlé de l'achat de ta première maison. Et je sais, on est toutes passées par là, ce moment où tu te retrouves complètement fauchée, où c'est compliqué. Et quand tu achètes ta première maison, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Déjà, en parlant de faucher, quand j'achète ma première maison, je suis fauchée juste 2 jours après. C'est vrai? Oui. J'ai que dalle. OK. J'ai que dalle parce que, malheureusement, en Côte d'Ivoire, les banques ne passent pas aux pauvres. C'est dingue, hein, il faut le dire. Ici, on ne fait pas de crédit. En France, si. En France, si tu as un boulot, même si tu as un petit boulot, même de 2 000 €, 2 500 €, si c'est un CDI, on arrive encore à te passer de l'argent. On arrive tu apportes un apport et après, tu payes. En Côte d'Ivoire, les banques ne passent pas beaucoup aux pauvres, on passe un peu plus aux riches. Et comme je suis dans la catégorie pauvre, donc ça a été très difficile pour moi, en fait, d'avoir un crédit. Donc, c'était beaucoup d'argent de côté, beaucoup d'épargne. Donc, quand je finis d'acheter ma maison, je suis carrément très, 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 très pauvre. Bon, là, je retourne vers ma banque, je dis, d'ailleurs, j'embrasse ma gestionnaire qui est Madame Goran. Et je lui dis, mais je ne peux pas avoir même ne serait-ce, même si c'est un petit 20 millions, il y a pour décorer ma maison. Ah, Madame Kodji, on va voir tout ça, mais vous savez, vous étiez... Enfin, bref, plein de tralala, tralala. Mais quand tu achètes ta maison, tu as cette satisfaction-là. Mais moi, il faut dire qu'après, les choses qui courent, en fait, c'est beaucoup de difficultés. Mais ça reste quand même quelque chose de symbolique. Non, mais c'est très symbolique. Reste une étape... Moi, je rentre dans ma maison, en fait, j'ai mon petit matelas, même le sol, quoi. D'accord. C'est vrai? Ah, oui, j'ai mon matelas, même le sol. Je crois que j'ai toujours mon matelas, même le sol. Jusque-là, il a la même place. Tu as pris une photo? Je peux te la ramener. Tu as posé un matelas. Et il y a la première nuit. Il y a encore le plastique. Pas la première nuit, je suis restée à mon matelas au sol pendant des mois. C'est-à-dire que j'ai aménagé ma cuisine parce que j'adore la marque Smeg. Je me suis mis du Smeg partout. Cuisinière Smeg, tout ce que tu veux Smeg. J'avais déjà un canapé que j'avais acheté ça et là. J'ai pris mon architecte Annick qui a fait ma table à manger, tout le tralala. J'ai aménagé tous les recoins de la maison, sauf ma chambre à moi. D'accord. Parce que je voulais une chambre de malade, mais j'ai plus de thunes. Donc, j'ai mis mon matelas par terre. J'ai mis des beaux draps par contre en soi. Ils étaient bien mes draps. Sauf que le matelas était posé par terre. Je suis restée avec mon matelas par terre longtemps. Hein. Il est pas à terre, même quand même. Mais c'est ta maison, tu dors dans ta maison. Mais par contre, c'est un autre plaisir, en fait, de dormir sur ce sol-là. C'est un sol particulier. Donc, c'est sur le matelas, je dors, ma chérie. Quand j'aurai un peu plus d'argent, je vais faire la chambre, là. Inch'Allah, tu feras ta chambre. C'est ça. Et Emmanuelle, parlons maintenant des enfants. Tu as parlé du fait que tu avais grandi justement dans cette famille où il y avait tes frères et toi qui n'avaient pas forcément le même nom de famille. Et où tu as également parlé du fait que tu as l'impression aujourd'hui que c'est ta vie, ton histoire qui se répète dans ta propre vie à toi, l'histoire de ton enfance. Et tu as également connu un divorce. Et qu'est-ce que ça fait justement d'être une maman qui a des enfants de pères différents?
Ça, je crois que c'est l'injure la plus facile qu'on me lance déjà tous les jours. Mhm. Quand on a envie de m'attaquer, on dit, vous la voyez jolie comme ça, là. C'est un enfant des pas différent, là. Mhm. Bon, j'entends ça souvent. Alors, ça me dit absolument rien. Mhm. Parce que si je devrais faire un choix, j'aurais bien souhaité que mes enfants portent le même nom de famille. Ça allait me faciliter les vacances. C'est-à-dire que, allez, tout le monde part chez Monsieur Koulibaly. Sauf que là, toi, tu vas chez Koulibaly, toi, tu vas chez Begré. Toi, Yanko, tu vas de l'autre côté. Ok. C'est risible comme ça, en fait. Mais c'est vrai que ça allait me faciliter, en fait, la vie. Après, j'ai élevé mes enfants toute seule, avec beaucoup d'amour, en leur montrant, en fait, qu'il n'y a pas de différence d'avoir le même père et la même mère. Ils sont juste frères. Ça, c'était ma première crainte, qu'ils se sentent demi-frères. Ce n'est pas le cas chez moi. Ok. Mes enfants se sentent frères comme frères de même père, même mère. Ils savent même pas ce que c'est, en fait, parce que je les ai élevés dans cet univers-là. Après, pour parler, en fait, de ce que les gens pensent ça et là, j'ai envie de leur dire que, ouais, ça aurait été cool, en fait, de faire un enfant du même père. Mais excusez-moi, chère personne, en fait, je ne resterai pas avec une personne que je n'aime plus. Je ne resterai pas avec une personne avec qui je ne me sens pas. Je ne me sens plus bien. Et quand j'ai rencontré une personne avec qui je me sens bien, avec qui j'ai commencé quelque chose, avec qui je vis, je ne vais pas non plus m'empêcher, en fait, de lui faire un enfant parce qu'il veut un enfant. Après, c'est vrai que je ne passerai pas ma vie à faire des enfants aux gens, mais les enfants que j'ai eus, je les ai eus avec de très belles personnes, avec de très bons pères. S'il fallait que j'ai 3 pères, c'est la vie. Il y en a d'autres qui n'ont qu'un seul père qui foutent la merde. Elle ne cherche pas tout le tout. Bon, moi, les 3, là, qu'elle les cherche, je les vois. Hein. Donc, je veux dire, c'est ma vie, c'est mon histoire, c'est ma destinée. C'est comme ça. Toutes les femmes n'ont pas ta force de caractère. Tu es une femme qui s'assume parce que tu as aussi eu une mère qui s'est assumée. Elle a beaucoup de caractère, ma mère. Voilà, on est quasiment pareil, j'ai envie de dire, en fait. C'est la même personne. Voilà. Et quand c'est comme ça, je pense que ça aide. tu ne manques pas de cette force et de ce socle dont tu as besoin. Mais tu as tellement de femmes qui restent dans des mariages où elles ont juste peur, justement, de faire le pas parce qu'elles se disent, voilà, j'ai envie que tous mes enfants portent le même nom de famille. T'en as qui sont sorties et qui ont peur de s'engager dans un mariage parce qu'elles se disent aussi, j'ai peur. Non, mais c'est le regard de la société, Rabia. Et t'en as aussi qui sont prêtes à le faire, mais qui ont cette appréhension-là de se dire, tu vois, voilà, je ferai aussi, je vais encore me mettre avec quelqu'un et encore faire un enfant et mes enfants auront des pères différents. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Non, mais c'est le regard de la société. Il y en a d'autres qui n'ont qu'un seul enfant, qui veut garder un seul enfant pour ne pas qu'on les appelle mères de pères différents. Donc, elles sont obligées de garder un seul enfant avec elles, alors qu'elles ne sont plus avec le papa, mais elles se forcent à rester avec le seul enfant alors qu'elles ont envie d'en avoir d'autres. Ensuite, on a celles-là, en fait, qui veulent pas qui veulent pas partir d'un mariage où elles se sentent très mal parce qu'elles veulent pas qu'on les appelle femmes divorcées ou elles ont peur de refaire leur vie. Bah écoutez, vous n'êtes pas obligé de faire des enfants. Si ça vous gêne tant que ça, si vous n'êtes pas à l'aise dans un mariage, si vous n'êtes pas heureuse, sortez. Mais vous n'êtes pas obligé de faire d'autres enfants. Vous pouvez garder les enfants que vous avez eu dans votre mariage avec la même personne. Vous n'êtes pas obligé de faire d'autres enfants. La vie, c'est un choix. Si ça vous fait tant mal ce que les gens pensent de vous. Mais tout le monde n'a pas cette même force. Mais ce n'est pas une question de force de caractère, c'est une affaire d'avoir confiance en soi. Justement, là, on dépasse la force de caractère. On parle de son bonheur. On parle d'être en paix avec soi. Et être en paix avec soi ne se négocie pas. Ça ne se marchande pas. C'est quelque chose dont tu as besoin. Et si tu as besoin d'être en paix avec toi, tu ne penses qu'à toi. Il faut être égoïste. Je pense que ça me fait plaisir, en fait, quand je poste une photo de moi, qu'on dit tes enfants de pères différents. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Ça arrive, ça? Mais ça arrive tout le temps, all time. Okay. C'est l'injure préférée des Ivoiriens, c'est ma personne. Tu veux savoir quoi? Là, je me mets en couple. Je suis bien avec quelqu'un. Cette personne m'épouse ou cette personne me dote ou je suis bien avec cette personne. Pour votre information, je fais un 5e enfant de pères différents. Parce que ça sera ça. Je veux dire, en fait, que... Je sais pas, peut-être que c'est avec la personne que je vais rester la fin de ma vie. Mais je veux dire, je peux pas continuer à penser aux autres. Et je demande pas à ces femmes-là d'aligner des enfants de pères différents. C'est pas le conseil que je leur donne. Je leur demande juste, en fait, d'être heureuse. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Où est-ce que tu te sens bien? Si tu estimes que le fait de sortir de ton mariage et avoir d'autres enfants de pères différents ne te rendra pas heureuse, ben écoute, garde les enfants que tu as déjà et continue à vivre ta vie. Si tu estimes que quand tu sors de ce mariage, tu peux te donner la chance encore de te refaire une autre vie de mariage, parce que moi, j'aime le foyer. J'en ai pas l'air, mais j'aime la vie de foyer. Je veux vivre avec un homme. Je veux m'installer avec un homme. Je veux un homme auprès de moi. Je veux me marier. Je veux être dans une vie de famille. Mais tu ne peux pas te marier avec quelqu'un et ne pas lui faire un enfant. Donc, quand tu vas te marier à quelqu'un là, pour
bénir même ton mariage, il faut l'enfant du couple. Donc, toi, tu viens avec tes enfants. Le monsieur vient avec ses enfants. Il faut cet enfant-là qui va relier ces deux familles. Ouais. Donc, parce que vous êtes sur les réseaux, ou parce que j'ai une maman qui me dit, d'ailleurs, ma mère, elle n'est pas comme ça, elle va dans le jugement, mais j'ai des mamans qui vont dire, elle va aller faire enfant encore. Moi, je vais vous regarder alors que ça va solidifier mon foyer. Et je l'ai fait. Ce sont mes entrailles. Je vais en faire. Mais tant que je n'ai pas fait la manche, vous venez me demander de l'argent, ou venir me plaindre des pères. Moi, je me suis même plaint des pères de mes enfants sur les réseaux. Ce que les femmes font, moi, le papa ne me donne rien. Je n'ai jamais fait ça. Je ne dénigre pas les papas de mes enfants. Donc, tant que je ne me plains pas à vous, on ne vient rien vous demander. Quel est le problème? Ce que je peux dire à ces femmes-là, c'est d'assumer leur choix. Vous assumez vos choix jusqu'au bout. Vous décidez de ne pas faire d'enfants après un divorce, n'en faites pas. C'est ce qui vous rend heureux. Ce qui vous rend heureux, c'est ce que vous devez le faire. Mais évidemment aussi, il faut questionner Dieu. Moi, je suis très spirituelle. Exactement. Même pour te séparer de quelqu'un, il faut questionner Dieu. Dieu, montre-moi les signes. Montre-moi les choses. Mon Dieu m'a montré des signes. J'ai appliqué. Peut-être que le divorce n'est pas de Dieu. Mais quand quelque chose n'est pas pour toi, tu peux questionner ton Dieu et il te donne des réponses d'une manière ou d'une autre. Alors, Emmanuel, on arrive à la dernière partie de l'émission et j'ai envie qu'on fasse un peu le lien entre tout ça. Cette femme que tu as été, donc cette femme de médias, cette personnalité publique, cette femme avec cette confiance en soi, cette force. Il y a eu des propos qui ont été tenus à ton endroit de la part d'un homme qui a partagé ta vie. Et pourquoi avoir décidé de garder le silence? Bon, quand tu parles d'homme qui a partagé ma vie, je pense que j'ai partagé réellement ma vie avec les pères de mes enfants. D'accord. J'ai eu une aventure. C'est pas péjoratif, hein, mais quelque chose qui a duré que 2 mois, pour moi, ça s'appelle clairement une aventure. Cette personne a eu à s'exprimer un jour d'une manière ou d'une autre. Peut-être que cette personne s'est sentie frustrée. Peut-être que cette personne a mal digéré une séparation. Parce que des mémoires, je sais que ce sont les femmes, quand elles sont laissées, qui ont tendance à vouloir s'exprimer. Lui, là, il n'est pas bon. Lui, là, c'est puis son caleçon, de toute façon, c'était. Et de toute façon, c'est quand les femmes sont laissées, sont blessées. C'est rare de voir des hommes, en fait, qui se séparent d'une femme et pouvoir s'exprimer avec autant de colère et autant de haine. Peut-être que cette personne s'est sentie blessée. Tu sais, il ne faut pas minimiser la douleur des gens. Même derrière cette façade de vouloir se jouer les hommes forts et tout ça, il y a des hommes qui ont goumé aussi. Il y a des hommes pour qui les séparations sont dures. Il y a des hommes qui n'avaient pas espéré avoir un genre de femme, un certain calibre de femme. Et quand ils se rendent compte que cette femme a été avec eux, peut-être dans un moment de vulnérabilité, un moment de faiblesse, peut-être un moment où elle subissait de l'acharnement, elle se dit, ouh, j'ai eu ma pierre comme ça. Et puis quand elle se réveille en bout de 2 mois, elle dit, c'est qui est dans mon salon là? Il n'y est plus. Il y a la frustration. Ok. Donc, il ne faut pas minimiser le truc en fait que un homme puisse avoir été blessé. Un homme puisse avoir... Parce qu'un homme qui va aller acheter jusqu'à une bague de fiançailles, qui n'est pas riche, mais qui va aller prendre une bague de fiançailles à plus de 3 000 €, organiser un mariage que tu n'es pas au courant, amener la presse pour que tout le monde sache que vous êtes ensemble, il a détenu en fait son joyau. C'est quelqu'un qui t'a aimé. C'est quelqu'un qui t'a aimé. On peut dire tout ce qu'on veut de cette personne, mais un fait qu'elle là, il t'a aimé. Il a voulu t'honorer. Donc peut-être qu'après, il y a eu la désillusion. Et chacun réagit d'une manière ou d'une autre, en fait, à la désillusion. Lui, sa manière de réagir, c'est de prendre l'avion. Malgré qu'il est interdit en Côte d'Ivoire, venir sur une chaîne. Est-ce que tu peux savoir jusqu'à quel point, en fait, la haine a dû tellement le surpasser qu'il ne s'est même pas rendu compte, en fait, que ça peut lui créer des problèmes. Ça veut dire que cet homme l'avait mal. Je n'ai qu'à dire quoi de ça. C'est pardon, il peut demander. Peut-être je l'ai blessé. J'ai qu'à faire des prisons et sortir dedans. Peut-être que cet homme a été blessé. Peut-être que cet homme m'a réellement aimé. Et peut-être qu'il n'a pas digéré cette séparation. Peut-être que moi, à côté, je pensais aimer cette personne, mais peut-être que j'étais dans une façade de ma vie ou peut-être j'étais dans un truc où ça arrive à beaucoup de femmes d'être avec une personne qui n'est pas forcément une personne que, dans ses critères, mais cette personne a été là à une période. Moi, je vais juste retenir que cette personne a été là à une période. Donc, c'est comme ça que j'ai pris la chose. J'ai pris de façon très philosophique, en fait, en me disant, c'est quelqu'un qui est blessé. Moi, j'ai pas vu des injures à la télé, j'ai vu des pleurs. D'accord. Vous avez vu des injures? Vous avez vu, en fait, de la diffamation. Moi, j'ai vu des pleurs. J'ai vu un homme qui pleurait, une femme qu'il avait rêvé avoir. Et j'ai pleuré avec lui. C'est que ça. C'est pour ça que je n'ai jamais parlé. Et que j'ai dit à une interview, un homme qui a déjà baissé ma culotte, je le dénigre pas. Parce que c'est réel. Si tu arrives à dénigrer quelqu'un qui a baissé ta culotte, c'est que toi-même, tu es n'importe qui. Même si tu es resté à lui 1 semaine, tu as donné là-bas. Non, si tu as donné, c'est que vous êtes même chose.
Donc, quand tu le dénigres, ça veut dire quoi? C'est ça. Donc, je n'ai pas pris ça mal. Et donc, ça soulève pour moi la question du discernement des femmes. Ce que tu es en train d'expliquer, c'est qu'à un moment donné dans sa vie, on peut se retrouver... On peut se tromper. Oui, dans des situations justement où on rentre dans une relation en pensant avoir des sentiments pour la personne, en se projetant dans le futur, jusqu'à ce qu'à un moment, en fait, on se réveille et on se demande dans quoi on est. Bon, en général, pour bien voir ce genre de situation, tu ne dures pas dedans. D'accord. Parce que les filles la font 1 an, 2 ans, 3 ans dans les relations. Quand c'est gâté, elles disent que je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris d'être avec toi. Tu savais, tu étais dedans. Mais les cas où tu en sors au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est tellement court que ça laisse le temps en fait de faire passer la passion et de te réveiller. Moi, dans mon cas échéant, c'était le cas. Sans mentir, c'est pas quelqu'un que j'aurais pu voir et puis me dire que c'est quelqu'un qui aurait pu m'intéresser. D'accord. J'ai toujours aimé les hommes très silencieux. J'ai toujours aimé les hommes très mystérieux. Je n'ai même jamais aimé les hommes même qui peuvent faire TikTok ou bien qui peuvent faire direct Facebook. Tu regardes les 3 papas de mes enfants, ils ont le même type de truc en fait. C'est des gens discrets. Donc, ça a surpris tout le monde en fait. Donc, c'est là où tu te rends compte que tu n'es pas toi-même. Mais attention, tu peux faire le choix d'un homme qui n'a rien à voir avec tes critères précédents. Mais quand même, là, c'était quand même truc. Donc, ça peut arriver. Ça peut arriver que dans un moment d'angoisse, moi, c'était une période où j'étais beaucoup harcelée. J'étais beaucoup diffamée. J'étais en dépression totale. Et cette personne-là a commencé à me défendre sur les réseaux. Donc, j'ai eu le syndrome, en fait, de Superman. J'ai dit, c'est pas mon Superman qu'elle a là comme ça. Moi, je l'ai vu en Superman, en super-héros. Quelqu'un qui me défendait, quelqu'un qui comprenait les trucs des réseaux. Et je me rappelle, même un jour, j'étais à l'hôpital, il est venu. Donc, il y a des trucs, en fait, que cette période-là, la personne a fait. Moi, je peux pas cracher dessus. Et tu as été à l'hôpital, pourquoi? Non, parce que j'étais fatiguée. Mon fils devait se faire opérer. Et je me rappelle que le même soir, il est venu me chercher. On allait se balader. Ça me faisait du bien. J'étais contente. J'aimais même sa manière de parler. C'était terre à terre. Je me disais, wow, j'adore, gars. Ça, c'est ma cam. Mais en fait, j'étais perchée. Je voulais sortir de mon cadre. Je voulais sortir de ma zone de confort. Mais la période-là, il m'a sauvée. Il m'a sauvée. Parce que peut-être que s'il n'était pas là, j'allais déprimer. Donc, peu importe ce qui a suivi après, ce homme-là m'a sauvée dans la période-là. C'est que j'ai payé après diffamation à rien. Par rapport à la période où il était, il disait, si quelqu'un parle de toi, allez, va voir là-bas. J'aimais ça. Bamungou, c'est pas mon monde, mais la période où moi, ça me plaisait, tu vois. Donc, c'était mon super-héros. C'était mon super-héros. Faut même pas t'amuser, mais c'était mon super-héros. Et puis, au dehors de ce qu'on dit du gars, c'est quelqu'un qui est intelligent. Hein. C'est quelqu'un qui est très smart. Et c'est quelqu'un qui est très économe. Donc, même avec lui, j'ai appris à être très économe aussi. Il m'a appris des choses en un laps de temps. Donc, franchement, moi, je me dis, gars, c'est pas marché. Le gars, il allait pleurer à la télé, il a pleuré à la télé. Moi, j'avais rien à pleurer. Parce que bon. C'est intéressant d'avoir ce point de vue sur les femmes. Je trouve que tu as cette approche assez objective de la chose. Tu ne mets pas d'émotion. Et j'aimerais justement qu'on finisse comme ça. Tu as cette partie aussi où tu parles de Dieu, où tu préfères rester positive dans ce que tu vis comme expérience, même si cette expérience, a priori, elle est négative. J'aimerais qu'on puisse finir avec ça, avec la spiritualité, avec le regard sur la vie que t'apporte la spiritualité. Que tu me parles de ta routine spirituelle, de ta relation avec Dieu, de comment la spiritualité a impacté et a peut-être transformé ou changé ta vie. Moi, on a fait de Dieu l'effort. C'est vrai qu'aujourd'hui même, pour être ami, moi, si tu pries pas, trompe pas de camarade. Aujourd'hui, la personne que je fréquente le plus, que j'appelle mon sang, ma personne, en fait, c'est un homme de Dieu qui est pasteur. Les filles que je fréquente, en fait, c'est des filles qui sont tout le temps un dimanche à l'église. Quand elles font des soirées, c'est des soirées de prière. Je ne sais pas si tu vois un peu le canevas dans lequel je suis. Moi, quand je te fréquente, en fait, aujourd'hui, en fait, c'est la prière, tu vois. Donc, j'ai un grand rapport à la prière. Moi, la prière m'a sauvée. Lire la Bible m'a sauvée. C'est ce qui fait que je suis assez... Détachée de beaucoup de choses, en fait. Voilà, quand tu comprends certaines choses, en fait, je te dis, on est là, on vit une fois, quoi. On passe de l'autre côté. Faire les choses bien. Donc, je pense que c'est ça. Moi, j'ai une routine qui est très claire. Hein. Moi, c'est prière. Il faut que je me réveille tous les jours à 3h du matin. Que je prie pendant 2 heures. Je te jure, même si je suis avec mon mec, on est au pied, je fais « Pause, chérie, prière ». Je reviens. Je vais aller prier, après je reviens. Mais pour te dire, en fait, que c'est trop important. C'est trop important pour moi. Je prie beaucoup, je crois en Dieu, je fais, ou du moins j'essaye de faire ce qu'il veut.
J'essaie d'être bonne avec les gens. J'essaie de moi me faire voir aujourd'hui. J'essaie de vivre de façon très sobre. Parce que Dieu le demande aussi. J'essaie de faire des dons, d'aider les gens dans la plus grande discrétion. C'est ce que Dieu me demande. J'essaie d'être meilleure. Là, je suis à 10 sur 100. Pour être validée par Dieu complètement. Je suis à 10 sur 100. Quelle a été la plus belle leçon, ou en tout cas la plus grande leçon que la vie t'ait apprise? Elle m'a apprise tellement. J'ai eu tellement de leçons. Mais une chose qui est sûre, en fait, il faut que je m'écoute beaucoup. Que j'écoute beaucoup mon sixième sens. Je te jure que toutes les galères que j'ai eues, toutes les mauvaises fréquentations que j'ai eues, tous les mauvais choix que j'ai eus, il y avait cette petite voix qui m'avait déjà dit auparavant, fais pas ça. Et je ne l'ai pas écoutée. Donc, je crois beaucoup à mon sixième sens et la vie m'a appris, en fait, à l'écouter. Et avant de poser chaque action, même les plus banales, en fait, de demander d'abord à Dieu. Il répond d'une manière ou d'une autre. Toujours demander à Dieu et donc garder ce lien et cette proximité avec Dieu. C'est avec cette leçon de vie que je vais vous laisser, qu'on va vous laisser, Emmanuel et moi. Merci, Emmanuel, d'être passé. Merci. J'ai aimé la générosité dans ton partage, j'ai aimé la sincérité, j'ai aimé la sagesse et ce regard que tu m'apprends sur la vie. Parce qu'on a souvent tendance à être les victimes, tout court, à ne pas se dire, si j'avais pas eu cette chose, même si à la fin, je n'ai pas eu ce que je voulais, peut-être que c'était le prix à payer pour ce par quoi j'aurais pu passer de pire. Et merci de m'avoir appris cette leçon aujourd'hui, de toujours tirer le positif dans tout. L'ego est l'ennemi. Et c'est souvent notre ego qui va nous pousser à avoir mal, à voir les choses d'une certaine manière. Exactement. Et aujourd'hui, je pense que tu nous as appris à moi et à beaucoup d'autres personnes à pouvoir poser un regard bienveillant, même sur ces personnes qui, a priori, nous veulent ou nous ont fait du mal, ou qui ont visiblement fait du mal. Et merci pour ça. Arabica, justement, c'est ça, c'est ce café qu'on partage, mais c'est cette vérité, cette authenticité et cette sagesse. J'espère que vous avez pu prendre autant de plaisir que moi à partager ce café avec Emmanuel. Inch'Allah, on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité pour un nouveau café. D'ici là, portez-vous bien et sachez que je vous aime très fort et que je prie pour que Dieu veille sur nous tous et veille sur ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Je vous embrasse.